Comment j'ai rencontré mon animal totem. Depuis l'âge de 8 ans, j'attends avec patience de pouvoir raconter cette histoire, car étant enfant, je craignais d'être traité de menteur. Je me disais qu'un jour, je serais grand, et comme les adultes disent toujours la vérité, sinon pourquoi puniraient-ils les enfants pour leurs mensonges, j'étais persuadé que tout le monde croirait à mon aventure. Mais j'avais un doute. Deviendrais-je moi aussi une grande personne punissant le mensonge des enfants? En ce temps-là, je croyais encore que mentir était une manière agréable de déguiser la vérité. Un jeu qui parfois devenait une nécessité selon la situation. Bien entendu, cette explication était valable pour tous les diablotins sauf moi, étant donné que je disais toujours la vérité. Mais, dans mon esprit d'enfant, je n'avais jamais imaginé que les adultes pouvaient eux aussi fausser la vérité. À mes yeux, les grands n'avaient aucune disposition créative pour exercer avec habileté l'art théâtral du mensonge, et je considérais cette adresse de l'esprit comme un privilège de l'enfance. Alors je n'arrivais pas très bien à comprendre comment un enfant imaginatif et dissimulateur pouvait se transformer avec le temps en adulte privé d'imagination et par conséquent incapable du moindre mensonge. Il y avait quelque part une déficience inexplicable et mystérieuse. Mais je me rassurais en imaginant qu'un jour, je parviendrais à élucider cette énigme de l'imagination perdue. Aujourd'hui, je fais partie du monde des adultes. Et j'ai réalisé depuis longtemps que mentir n'est pas un privilège de l'enfance. Bien au contraire. Les gens vieillissent avec leurs mensonges. Ensemble, ils prennent de la bouteille, du poids, des rides, parfois de l'esprit et très souvent beaucoup d'ampleur. La vérité ne serait qu'une façade matérielle devant laquelle chacun prend une pause pour improviser une pièce de théâtre qui se voudra pleine de vie. Ainsi, aujourd'hui comme à l'âge de mes 8 ans, je prends le risque, en vous contant mon histoire, de vous entendre dire vanterie, hablerie, mais qu'importe. Il existe en chacun de nous un petit enfant assoiffé de rêve et d'espoir, si ce n'est de pouvoir. Qu'il soit sage ou rebelle, c'est à l'enfant qui sommeille en vous que je m'adresse. À 8 ans, j'aimais déjà beaucoup me promener dans la nature. Mes parents habitaient une grande maison, située dans un petit village des Pyrénées. Tous les jeudis après-midi, je partais en balade. Pour être plus exact, j'appelais cela des explorations. Or, j'avais appris par les vieux de mon village la présence d'ours terriblement méchants, occupant des grottes cachées dans les montagnes de la région. En conséquence, je ne partais jamais sans mes armes. Elles étaient à mes yeux très dangereuses. Un opinel numéro 8, un arc confectionné de mes mains dans du bois de noisetier, avec quelques flèches dont les pointes étaient des aiguilles à tricoter, subtilisées à ma tendre mère. Avec ces armes, j'étais persuadé d'en venir à bout de n'importe quel ours mal léché. Sûr de moi, je m'exhibais dans tout le village, me pavanant dans les ruelles, l'arc en bandoulière et l'opinel dans la poche, le torse gonflé de farouche détermination. Je proclamais à qui voulait l'entendre dans le village, ainsi qu'aux chiens, aux chats, aux poules, aux moutons, aux dindons, et j'en oublie. Ah oui, ils pourront toujours essayer de m'attraper, ils verront bien de quel bois je me chauffe. Armé de la sorte, je partais tous les jeudis à la découverte des montagnes et des vallées des Pyrénées. Un jour, je découvrais un lac. Je m'approchais du bord de l'eau pour m'exercer à l'un de mes jeux favoris, faire le plus de ricochets dans l'eau. Cette grande étendue d'eau, entourée de terre, s'y prêtait fort bien. Je choisissais de petits galets au bord de l'eau, bien plats et bien ronds, et je me mettais à genoux pour les lancer de toutes mes forces au ras de l'eau. J'avais du plaisir à les regarder rebondir plusieurs fois sur l'eau et éclabousser de gouttelettes argentées les insectes aquatiques.
Je dénombrais à voix haute le nombre de ricochets en imaginant un public admiratif et enthousiaste qui alimentait mon orgueil de ses acclamations. 1, 2, 3, magnifique! 4, 5, 6, quelle force! 7, 8, 9, c'est le meilleur! Mais que fais-tu, galopin? Fit une voix étrange derrière moi. Je ne me retournai pas tout de suite. Je pensais que cette voix appartenait à un garde-chasse furieux et inquisiteur. Je me le représentais décoré de galons dorés, avec la poitrine percée de médailles et de rubans rouges, coiffé d'un képi dominateur, botté de cuir graisseux, armé d'un fusil homicide et tutti quanti. Un garde-chasse incorruptible qui allait certainement confisquer mes armes et m'accuser de braconnage. En effet, j'avais également appris en écoutant les vieux du village que mes ours tant redoutés étaient également protégés car en voie d'extinction. C'était évident. Je serais enchaîné, embastillé, claquemuré, accusé et déclaré coupable d'avoir tué le dernier ours des Pyrénées. Je voyais ma mère en larmes et mon père accablé, suppliant le juge de pardonner ma faute étant donné l'ignorance et la naïveté de ma jeunesse. Je me voyais croupir de longues années dans une geôle insalubre, à clamer mon innocence, ayant pour seul compagnon des rats et des cafards. Cette vision d'avenir me fit tant d'effet que je me retournai d'un bond vers ce garde-chasse accusateur en criant tout en déposant mes armes: « Je suis innocent, pitié, ne m'enfermez pas avec les rats, je ne suis qu'un enfant. » Je le vois bien que tu es un enfant, fit la voix, mais pourquoi donc devrais-je t'enfermer avec des rats? Et c'est maintenant que vous allez me traiter de menteur, car cette voix ne provenait ni d'un garde-chasse, ni de tout autre être humain. Non, cette voix était celle d'un aigle magnifique que l'homme a répertorié, car l'être humain adore cataloguer, sous le nom d'aigle impérial. Comme il était beau cet aigle, l'oiseau rapace par excellence. Il devait faire 2,50 m d'envergure, peser entre 2,5 kg et 3,5 kg. Magnifique, impressionnant, magique. Ma surprise me laissait sans voix. Je restais figé comme si le temps venait de s'arrêter. L'aigle rompit le silence en me reposant sa question. Pourquoi devrais-je t'enfermer avec des rats? Mais j'avais déjà oublié ma peur d'être enfermé avec des rats. C'était comme dans un dessin animé, sauf que l'aigle devant moi était bien vivant. Mais tu parles? Tu es un aigle et tu me parles? Comment est-ce possible? Oui, en effet, c'est à toi que je parle. Il me semble qu'à part toi et moi, il n'y a personne d'autre ici. Parce que tu parles aux autres aussi? L'aigle ne répondit pas. Il se rapprocha du village, L'aigle ne répondit pas. Il se rapprocha du rivage et se pencha sur l'eau. Comme je me demandais ce qu'il regardait dans l'eau, je me penchais également. C'est étrange, fit l'aigle. Je ne l'ai encore jamais vu, celui-là. Et qui donc? Demandai-je. Comment? Tu n'as rien remarqué? Rapproche-toi et observe mieux. Tu le vois maintenant? Comme il te ressemble. Je regardais de plus en plus intrigué, et je vis nos deux reflets dans l'eau calme du lac. Mais celui qui me ressemble, c'est mon reflet, comme dans un miroir. D'ailleurs, à côté du mien, il y a le tien. Tout cela est normal. Un reflet? Un miroir? Vous avez des mots étranges, vous autres les humains. Mais tu dois te tromper, car l'aigle que tu vois dans l'eau, eh bien c'est l'oiseau enchaîné. L'oiseau enchaîné? Tu te moques de moi, et ce n'est pas drôle. Il s'agit bien de plaisanter, galopin. Mais il est vrai que tu ne peux pas comprendre. Je suis le gardien de l'oiseau enchaîné, comme l'était mon père et le père de mon père. C'est une tradition dans notre famille depuis toujours. Regarde comme il est beau et majestueux. Mais il semble fâché. C'est peut-être à cause des cailloux que tu as jetés dans l'eau. Tu as troublé sa quiétude. Mais non, voyons, tu te trompes.
à part quelques poissons, il n'y a rien d'autre dans ce lac. Les aigles ne savent pas nager, et encore moins vivre sous l'eau. Tu le sais bien, toi, puisque tu en es un. Comment le sais-tu qu'il n'y a rien d'autre? Alors que fait cet être humain dans l'eau, celui qui te ressemble? Tu es peut-être son gardien. Tiens, observe-le. Vois comme il s'énerve, il s'agite. Il semble vouloir te faire comprendre que tu es dans l'erreur. Je ne trouvais aucune réponse. Ce rapace parlait trop, et de plus, était borné comme un humain. Alors je demandais pourquoi cet aigle dans l'eau était enchaîné. Nul ne le sait, c'est ainsi depuis toujours. Il est mon héritage et se transmet de génération en génération. Mais toutes les nuits, il pleure pour sa liberté, et je ne peux rien faire pour le libérer. Je ne sais pas nager. Nous les aigles, nous ne savons que voler. Eh bien moi je sais nager, et je voudrais aussi voler. Je me demande comment c'est là-haut, dans le ciel. Tu veux aller voir, me demanda l'aigle. Oui, j'aimerais beaucoup, mais comment faire? Je n'ai pas d'aile, moi. C'est vrai que vous les humains, vous pensez tout savoir, et vous n'êtes même pas capable de faire une chose aussi simple que voler. Allons, ne fais pas cette tête. Je ne parlais pas de toi, je vois bien que tu es gentil. Pour cette raison, tu seras le premier à voler avec un aigle. Accroche-toi à mes serres et tiens bon. L'aigle impérial déploya ses grandes ailes argentées. Avec force et puissance, il m'arracha à la terre. C'était très impressionnant. J'entendais les battements de ses ailes et de son cœur. Je sentais le vent me caresser le visage. J'avais très peur de lâcher prise, mais c'était merveilleux. Je voyais les collines et les marais défiler sous mes yeux. Une rivière étendait son bras en direction de l'Orient. Je voyais de petites boules de fourrure blanche sauter au ras du sol pour aller se cacher. C'étaient des lapins, m'expliqua l'aigle. Ils se cachaient de peur d'être attrapés par le rapace. L'aigle m'initia aux jeux icariens. Il perçait les nuages pour voler vers le soleil. Dans l'inconscience de ma jeunesse, je croyais maîtriser mes rêves et la mort elle-même. Je venais d'avoir une révélation, et à cet instant je crus profondément en l'existence de Dieu. L'aigle se mit à décrire un large cercle au-dessus du lac, mais la vue de toute cette eau sombre et profonde m'angoissa. Non, pas au-dessus de l'eau, criai-je à l'oiseau. Ramène-moi au sol, je veux descendre. Vous les humains, vous ne savez jamais ce que vous voulez. Sur terre, tu rêves de voler, et dans les airs, tu veux le contraire. Et comment faites-vous pour vous comprendre? Vous changez tout le temps d'avis. L'aigle se rapprocha du sol en rasant la terre, et me lâcha comme un vulgaire sac de pommes de terre. Un lit de mousse amortit ma chute. Je me relevai en me promettant de ne plus jamais voler de ma vie. J'étais très en colère car j'avais eu très peur. Je cherchais l'aigle du regard pour le réprimander de ce brutal atterrissage. Mais je m'aperçus que celui-ci avait disparu. Me rappelant l'histoire de l'oiseau enchaîné, je me rapprochai de l'eau pour voir si, peut-être que, mais non. À part mon visage, je ne voyais rien d'autre. Déçu, je ramassai mes armes et pris le chemin du retour, car il se faisait déjà tard. J'avais juste le temps de rentrer chez mes parents avant la nuit. En chemin, je me demandais si je n'avais pas rêvé. Je décidai de garder ce mystère pour moi seul et de revenir voir cet aigle le jeudi suivant. La semaine me sembla très longue. J'avais hâte de revoir l'aigle. C'était vraiment inouï. J'étais certainement le seul à pouvoir dialoguer avec un oiseau. Mais peut-être avais-je un pouvoir. Peut-être ce pouvoir agissait-il sur tous les animaux. Ce serait formidable, pensais-je. Et je me voyais devenir le porte-parole de tous les animaux de la terre. Je devenais le conseiller indispensable entre les humains et les animaux. Tous les grands hommes de la terre, tous les scientifiques du monde, feraient appel à mes services pour tout savoir sur la nature. Quelle puissance, quelle destinée. Mais il fallait que je sache. Je devais être sûr de ce pouvoir.
je convainquis mon père de m'amener au zoo afin de vérifier. Mon père décida de m'y emmener le dimanche suivant, non sans avoir au préalable demandé l'avis de ma mère. Celle-ci fut heureuse d'apprendre que ces deux hommes avaient décidé de sortir ensemble. Elle pourrait enfin finir tranquillement son roman. Tout le monde semblait ravi. Le jour de la visite, je découvrais que mon père y avait un ami. C'était Gustave, le gardien du zoo, avec lequel il avait fait son service militaire. Mon père l'avait prévenu de notre venue et il nous attendait devant la petite buvette à l'entrée du zoo. Gustave me serra la main. Entre hommes, dit-il, on ne s'embrasse pas. Puis il se pencha pour me dire à l'oreille. François, aujourd'hui tu seras le gardien des animaux. Avec un air conspirateur, il me confia une grande clé rouillée qui glissa dans la poche de mon manteau. C'était d'après lui la clé qui permettait d'ouvrir toutes les cages des animaux. Bien entendu, je ne devais m'en servir qu'en cas d'urgence. J'étais loin d'imaginer que cette clé était en réalité l'ancienne clé des cabinets. À cette époque, je croyais encore que les adultes ne mentent jamais. Moi, le gardien? Mais comment fait-on le gardien? Demandai-je un peu angoissé par la perspective de tant de responsabilités. Ah, ce n'est pas compliqué, s'exclama mon père. Tu fais comme ce brave Gustave. Tu te promènes dans les allées en prenant un air sévère, et tu imagines être le propriétaire de tous les animaux. Tu verras les gens se retourner sur ton passage et les entendre dire « Ce gardien a l'air sévère, faisons très attention ». Exactement, fit Gustave en riant jaune de la plaisanterie de mon père. Faisons très attention. Patron, un pichet et deux verres, mon ami et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Et je laissai mon père en compagnie de son vieil ami discuter d'histoire d'anciens soldats, qui de leur service militaire ont eu la sagesse d'en garder les meilleurs souvenirs. Godillot, Fayot, Gamelle, Vaisselle, adjudant poil aux dents, permission gros nichon, quillard fêtard, libération, boisson, liberté, ébriété. Des mots qui leur rendaient un peu de leur jeunesse. Je savais que je serais également soldat, alors mine de rien, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ces mots magiques qui avaient prouvé leur efficacité sur mon père Gustave. Un jour, ils me rendront très certainement le même service. Les hommes ont leur rite, leur secret de mâle, mais je décidai de me renseigner sur ces gros nichons, car ils m'intriguaient beaucoup. J'avais dans ma classe un copain nommé Vernichon. Peut-être était-il de la famille des gros nichons. Je décidai de lui en parler le lendemain à l'école. Apparemment, les gros nichons avaient beaucoup d'influence sur la vie militaire, vu l'enthousiasme et les soupirs nostalgiques qu'exprimaient mon père et Gustave en parlant d'eux. Mais avant de savoir, j'avais déjà conclu que la famille des gros nichons devait être une noble et vieille famille dévouée corps et âme à l'art de la guerre, une famille aux armes redoutables et très convoitée. Mais, me rappelant ma mission, ce pouvoir que je devais vérifier sur les animaux, je laissai mon père et Gustave à leurs mots de rêve pour me diriger vers les cages d'un pas ferme et décidé. La tête haute et le regard conquérant, je brandissais la clé des cabinets tel un glaive, à la manière de Gustave le soldat, grand pourchasseur et pourfendeur de tous les gros nichons de France et de Navarre. À mes yeux, j'étais invincible. Mes pas me guidèrent devant la cage du lion. Sur la grille était suspendue une petite note explicative, rédigée en ces termes. Lion, grand mammifère carnassier de la famille des félidés, au pelage fauve, orné d'une crinière, chez le mâle. Confiné maintenant dans les savanes d'Afrique, s'attaque la nuit aux zèbres, aux antilopes et aux girafes. Pour mieux lire, je m'étais approché très près de la cage, et soudain, j'entendis le lion rugir en ouvrant toute grande sa gueule, pour mieux montrer ses crocs. Comme je ne bougeais pas, celui-ci se tut et m'observa de ses yeux bien ronds, bien sombres et bien cruels. Je m'aperçus de l'efficacité de mon pouvoir lorsqu'il me demanda. « Tu n'as pas peur de moi, garçon? Sais-tu que je pourrais très bien te croquer
et ne faire qu'une bouchée de toi. Mais non, tu racontes des bêtises. Moi je sais bien que tu ne mangeras pas. Ah, et comment fais-tu pour en être si sûr? C'est facile. Il suffit de lire ce qu'il y a d'écrit sur ta cage. Mais bien sûr, pour cela il faut savoir lire. Je voulais faire comprendre au lion que moi, j'étais plus intelligent que lui puisque je savais lire. Et qu'est-il écrit sur ma cage? Demanda le lion d'un ton indifférent. La pancarte dit que le lion ne chasse que la nuit. Or il fait encore jour. De plus, il est écrit que tu ne manges que les zèbres, les antilopes et les girafes. Et comme tu l'as dit toi-même, je suis un garçon. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de toi. Ah, bof, fit le lion en bâillant. Et il ne faut pas toujours croire ce que d'autres ont écrit. Comment être sûr qu'ils ne se sont pas trompés? Figure-toi que des membres de ma famille ont croqué quelques garçons bien grassouillés et roses comme toi parce qu'ils ne savaient pas lire. Peut-être, mais ce n'est pas le comportement d'un roi, rétorquai-je au lion. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de roi? Me demanda le lion. C'est également écrit sur la pancarte. Tu le vois bien. Ces écrits sont des inepties. Moi, un roi, dit-il en pétant bruyamment. Il renifla profondément et ajouta. J'aime sentir l'odeur de mes paix. Ça doit être le signe distinctif de mes royales origines. Ça doit être le signe distinctif de mes royales origines. Allons, ne fais pas le modeste. Je t'ai reconnu. Tu es si beau quand tu secoues ta crinière. C'est cela, oui, dit tout de suite que derrière mes barreaux de fer je fais le fier. Tu es le roi des animaux. J'ai vu ta photo de mon grand livre d'histoire naturelle, offert par mon papa et ma maman pour Noël. Je te le demande, petit. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un lion photographié qu'un autre lion? Si je suis un roi, peux-tu m'expliquer pourquoi je suis dans cette cage? Est-ce que vous, les humains, vous mettez aussi votre roi dans une cage? Mais peut-être est-ce votre solution pour enfermer la partie primitive au restant de l'animal que vous étiez avant de pouvoir marcher? Vous voulez ainsi maîtriser votre cerveau reptilien? Vous, les humains, pensez être intelligents. Mais ça doit être tout de même vous déranger d'être les descendants des singes, pour vous montrer tellement cruels envers nous les animaux. Vous vous sentez peut-être coupable d'être des animaux intelligents? Alors vous nous le faites payer. Cela me rappelle tous les bons petits singes que j'ai croqués dans le temps. D'ailleurs j'y pense. De mémoire de lion, nous avons toujours croqué les petits singes. Vous les humains, vous êtes très impunis. Vous nous emprisonnez pour venger vos dévorés défunts. Finalement, je suis en train de payer la gloutonnerie de mes ancêtres et c'est bien triste. Mais non, c'est faux. Nous les humains, nous sommes très gentils. Et puis nous ne descendons pas du singe. Ah oui? Et de qui et de quoi descendez-vous alors? Reprit le lion. Mais d'Adam et Ève, bien sûr. Le curé nous l'a dit. C'est écrit dans la Bible, un livre très sérieux. Ah oui, je les connais ces deux-là. Ton curé vient lire la Bible et préparer ses sermons devant ma cage tous les samedis après-midi. Peut-être aime-t-il lui aussi l'odeur de mes paix. Me rappelant soudain la clé confiée par Gustave, je décidai d'ouvrir la cage. Car il y avait là une grande injustice. Je devais libérer les animaux, et c'était sans l'ombre d'un doute un cas d'urgence. L'honneur des êtres humains était en jeu. J'introduisis la clé dans la serrure, mais elle grinça sans parvenir à l'ouvrir. C'est normal, pensai-je. Elle est toute rouillée, et ce pauvre lion semble croupir dans sa prison depuis bien longtemps. Malheureux, que fais-tu? S'exclama l'animal en me voyant faire. Mais voyons, je veux te libérer. Le roi des animaux ne doit pas vivre dans cette cage. Tu dois retourner dans la forêt vierge. Pour régner sur tes sujets, ils doivent être tristes et te chercher partout depuis le temps. Mais arrête, tu n'as rien compris. Je suis bien ici. J'ai un toit, tous les jours à manger, et puis j'ai mon travail. Tu as un travail? Demandai-je surpris au lion. Mais oui, un travail très important. Je suis chargé de faire peur aux enfants qui n'écoutent pas leurs parents ou qui ne travaillent pas assez à l'école. Je suis la punition. Si les petits ne sont pas sages, le méchant lion va les dévorer. C'est très efficace, et les parents me rémunèrent grassement en bonne viande rouge. Si tu me libères,
je perdrais tous mes privilèges et ne saurais pas où aller car je suis né ici. Tu es né ici? Mais alors la forêt, les zèbres, les antilopes, les girafes et les petits singes, tout est faux. Tu m'as menti. Tu mérites bien d'être dans une cage. Ce n'est pas bien de mentir. Ma maman me l'a dit. Les menteurs finissent toujours en prison. Tout à fait, dit le lion. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Et surtout avec ce que dit ta maman. Ses paroles sont pleines de sagesse. Alors laisse ma porte fermée et au lit soit la vérité. Maintenant laisse-moi dormir. Tout ça m'a beaucoup fatigué. Sur ces mots, le lion alla s'étendre au fond de sa cage et se mit à péter et ronfler bruyamment. J'étais stupéfait de la réaction du lion, mais satisfait de ma visite aux zoo. Perdu dans mes pensées, je n'entendis pas mon père s'approcher de moi, et lorsque sa main se posa sur mon épaule, je tressaillis et laissa tomber la clé de Gustave par terre. Par malchance, elle glissa jusque dans une grille d'égout. Flûte! La clé des cages! M'exclamai-je, en essayant de passer ma main à travers la grille dans l'espoir de l'attraper. Mais la clé était perdue. Laisse tomber, garçon. Gustave n'aura qu'à se retenir, me dit mon père, en m'avouant qu'il s'agissait en réalité de la clé des toilettes de Gustave. Viens, rentrons à la maison. Ta mère nous attend pour le souper. En chemin, je demandai des explications sur cette clé. Apprenant la vérité sur la blague de Gustave, j'adhérai entièrement à l'idée paternelle. Gustave devra se retenir jusqu'à la fin des temps. Je l'imaginais sautiller sur place et serrer ses grosses fesses devant les cabinets fermés. Cette image me permit d'oublier la mauvaise plaisanterie dont j'avais été la victime. Mais mon visage resta fermé. Mon père s'en aperçut car il me demanda pourquoi je ne riais pas de la plaisanterie de Gustave. Tu prends les choses trop à cœur, François. Je ne te vois pas souvent sourire pour un garçon de ton âge. Ne t'ai-je donc jamais parlé de l'homme qui riait de tout? Je fis non de la tête. Cet homme qui riait de tout m'intriguait beaucoup. Tout en marchant lentement vers la maison familiale, j'écoutais la voix douce et rassurante de mon père me raconter cette histoire. Le jeudi suivant, je ne revis pas l'aigle. Et avec le temps, plus je grandissais, et moins je comprenais le langage des animaux. Devenu adulte, j'avais perdu ce pouvoir. Je n'avais plus un cœur d'enfant. Mais il me restait une mémoire et des souvenirs. Il y a quelques années, je retournais sur les lieux de mon enfance. Je retrouvais facilement le chemin menant au lac de l'Aigle. Avec un pincement au cœur, je m'approchais du rivage où jadis je vis pour la première fois l'aigle impérial. Et à nouveau, je me penchais sur l'eau dans l'espoir de voir l'oiseau enchaîné. Mais, une fois de plus, je ne vis que mon visage. Ce visage était celui de mon enfance. J'entendais pour la première fois la voix de l'oiseau enchaîné. En écoutant ces paroles, je compris enfin qui il était. Il était mon animal totem.